Est-ce que l'hypnose fonctionne vraiment? Dans cette vidéo, grâce à mon invitée Audrey, je vais tenter de répondre à la question que l'on se pose tous quand on se préoccupe de près ou de loin de l'hypnose. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Salut, c'est Julie Robillard, bienvenue sur la chaîne Sérénité Active, la chaîne dédiée au plaisir de vivre et à l'apprentissage du plaisir de vivre. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de retrouver aussi Audrey pour une nouvelle vidéo qui va aller encore plus loin pour nous expliquer comment fonctionne notre cerveau en état d'hypnose. Audrey, merci de m'accueillir à Liège sur ton lieu de travail. Est-ce que déjà tu peux te présenter et te dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Je suis neuropsychologue, PhD en sciences médicales et je travaille au CHU de Liège au Centre interdisciplinaire d'algologie comme scientifique et clinicienne. Et en même temps, en parallèle, je dirige une équipe de recherche, le Sensation and Perception Research Group, au Giga Consciousness de l'Université de Liège. C'est quand même la classe. Alors, on en apprend un petit peu plus quand même sur le fonctionnement de notre cerveau en état d'hypnose. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu m'expliques finalement ce qui se passe quand on passe d'un état de conscience lambda à un état modifié de conscience. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre cerveau? Alors, les premières études réalisées avec l'hypnose ici à Liège ont montré que si l'on compare le fonctionnement du cerveau quand on fait de l'imagerie mentale, donc simplement on se souvient d'un beau souvenir, avec le fonctionnement du cerveau quand on se souvient du même souvenir mais en état d'hypnose, on a des activités cérébrales différentes. Donc en hypnose, on va activer des régions cérébrales comme les régions occipitales à l'arrière du cerveau, des régions préfrontales à l'avant du cerveau ou des régions liées au fonctionnement moteur. Donc dans ces premières études, tout se passe dans le cerveau comme si on était réellement en train de marcher, de bouger, de sentir, de percevoir des choses, ce qu'on n'observe pas dans le fonctionnement cérébral quand on est en train de se souvenir d'un souvenir agréable. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on a montré aussi que le cerveau va être modifié lorsqu'on perçoit de la douleur. Donc, quand on perçoit une douleur aiguë, le cerveau va activer une série de régions qui sont impliquées dans ce traitement de la douleur. Et en hypnose, on observe que ces régions vont ne plus être activées, en fait. Ce qui va expliquer pourquoi les personnes ressentent moins la douleur. Et finalement, on sait aussi au niveau de la conscience que pour être conscient, on a besoin d'un réseau qu'on appelle le réseau fronto-pariétal, qui comprend des régions frontales à l'avant du cerveau et pariétales plutôt à l'arrière et sur le côté. Et ces régions doivent être connectées entre elles. On parle de connectivité préservée. Donc elles doivent communiquer entre elles. Et au sein même de ce réseau cérébral, on a deux sous-réseaux. Un réseau, donc des régions qui sont impliquées dans la conscience de soi, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de notre tête, et une série de régions qui sont impliquées dans la perception de l'environnement, la conscience de l'environnement. Quand vous êtes en état de conscience normal, en fait, nos deux réseaux de la conscience de soi et de l'environnement vont être anticorrélés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre conscience de nous-mêmes est plus élevée, le réseau de la conscience de soi est actif. Et en même temps, le réseau de la conscience de l'environnement est désactivé. Et à l'inverse, plus on va percevoir ce qui nous entoure, plus notre conscience de l'environnement est activée, plus le réseau de la conscience de soi va diminuer. Donc il y a vraiment une anticorrélation. Et ce qu'on observe, c'est qu'en hypnose, le fonctionnement de ces deux réseaux cérébraux est modifié. Donc au niveau de la conscience de l'environnement, on voit une diminution de son activation, et ça se met très bien en lien avec le témoignage des personnes en état d'hypnose qui perçoivent moins l'environnement qui les entoure. Et au niveau de la conscience de soi, on voit que ce réseau est modifié au niveau de la connectivité, donc la manière dont les régions vont communiquer entre elles. Donc on parle de modulation du réseau de la conscience de soi, et c'est ce qui fait que la perception de soi est différente quand on est en état d'hypnose. Tu veux dire par là que finalement, quand on est en état d'hypnose, on a moins conscience de notre environnement et plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur. On a en effet en processus hypnotique moins conscience de son environnement, mais la conscience qu'on a de nous-mêmes est différente. Je dirais pas qu'on a plus ou moins conscience de soi, c'est vraiment une perception différente qui est modifiée. D'accord. Ça veut dire aussi que pour aider quelqu'un qui aurait envie, non pas forcément sur de la gestion de la douleur, mais qui aurait envie de se sentir plus en confiance, qui aurait envie d'augmenter son estime d'elle-même ou autre chose, grâce à l'état d'hypnose et à cette perception de soi,
Si finalement je me perçois comme quelqu'un qui a énormément confiance, je vais pouvoir le garder comme ça et le programmer tout au long de la vie? Ou est-ce que c'est un peu simpliste? C'est une bonne question. Je pense vraiment que grâce à l'hypnose, on va permettre aux personnes d'aller rechercher des ressources qu'elles ont en elles. Donc c'est vraiment le principe de l'hypnose, c'est qu'on réactive des ressources personnelles et la personne va pouvoir les réutiliser. Après, actuellement, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas d'études qui ont vraiment vérifié rigoureusement. Ok, si on travaille sur l'estime de soi, on voit que ça va augmenter fortement chez la personne après l'apprentissage de l'hypnose. C'est éventuellement une piste de compréhension de pourquoi finalement ça fait bouger les choses pour les patients qui viennent nous voir. Ça fait partie d'un élément de compréhension parmi toute la complexité, mais oui. Ok. Dans le quotidien, avec tous les patients que je reçois, je fais le constat et je suis vraiment le témoin de véritables changements pour les personnes, parfois même en très peu de séances. On a l'impression que c'est un outil qui permet vraiment des changements psychologiques ou en tout cas des changements comportementaux impressionnants, efficaces et durables. Je voudrais savoir, pour toi, c'est quoi justement l'une des clés, ou qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment apporter un changement presque parfois un peu magique, où justement on a comme ça des clients qui nous disent mais je veux qu'avec l'hypnose tout change quoi en fait. D'abord, est-ce qu'on peut tout changer, et puis qu'est-ce qui fait que finalement ça change? Qu'est-ce qui fait que ça peut changer aussi en dehors de la séance? Parce qu'il y a, tu nous as expliqué tout ce qui se passe au moment même où on est dans cet état modifié de conscience, mais qu'est-ce qui fait qu'on garde en fait cet état après? Je pense que quand on parle d'hypnose, c'est important parce qu'on a beaucoup de patients qui viennent justement avec des croyances d'un outil miraculeux comme une baguette magique. Donc ça, c'est important de bien repréciser que c'est pas une baguette magique. Si on avait une baguette magique pour quoi que ce soit, on l'aurait déjà tous sorti, puisque c'est notre objectif d'aider les gens. Donc ce qui est important, c'est toujours cette motivation de la personne. Si la personne est motivée, ça va évidemment l'aider à améliorer la chose dont elle a besoin d'améliorer, enfin sa demande en tout cas lors de la consultation. Ce qui permet le changement, c'est que vraiment, je pense, comme on met la personne va rentrer dans ce processus d'état de conscience modifié, elle va aller chercher des ressources qui sont présentes, mais qui ne sont pas forcément à la surface, parce que au cours de notre vie, on construit différentes barrières, différentes protections, différents mécanismes pour pouvoir agir dans notre quotidien de la manière qui nous semble la plus appropriée. Mais parfois, on oublie qu'on a d'autres outils en nous qui sont là et on ne sait même peut-être pas qu'ils sont là. Et l'hypnose va permettre d'aller les rechercher et de les remettre plutôt en avant de la scène. Et c'est ce qui va aider les personnes alors à tester aussi des nouvelles choses, peut-être inattendues, un nouveau fonctionnement, observer aussi des situations qui semblent tellement problématiques sous un autre angle et se rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres interprétations ou d'autres moyens de les gérer grâce à cet état de conscience modifié au moment de la consultation, ou par la pratique aussi si la personne veut apprendre l'auto-hypnose. L'aide aussi à la gestion émotionnelle, la pratique de l'auto-hypnose va permettre d'aider à gérer des situations qui sont plus anxiogènes parce que la personne aura un outil. Et je pense que c'est une des clés aussi de l'intérêt de l'hypnose, c'est que la personne va être actrice. Donc on n'est pas dans un modèle où la personne est passive, on fait quelque chose et tout va se régler. Non, la personne va être actrice de son bien-être et va pouvoir même adapter les exercices d'hypnose selon son feeling, son besoin, et en faire quelque chose de personnel pour l'aider à gérer ce qui doit être géré. Tu parles de ressources. Moi, toi, n'importe qui a les mêmes ressources selon toi? Ça, c'est une grande question. Je pense l'être humain est riche de ressources, mais on est aussi riche de différences. Donc, on a chacun des ressources différentes et des qualités différentes et des compétences différentes. Merci Audrey pour avoir répondu encore brillamment à cette question. Donc en résumé, on peut dire finalement que oui, en l'état actuel en fait des recherches et des sciences, l'hypnose ça fonctionne, ça marche, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, la condition principale, c'est la motivation du patient.
Donc, vous avez entendu, la condition principale, c'est la motivation de celui qui vient consulter, la motivation aussi à bouger, la volonté à pouvoir aussi aller expérimenter. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais aller expérimenter et aller se confronter à ses ressources, comme on l'a dit, et puis aller chercher et puiser dans chacune de ces ressources. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses évidemment, et puis surtout vous avez pris du plaisir à la regarder comme j'ai pris beaucoup de plaisir à la construire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sérénité Active et vous pouvez vous abonner, liker, me mettre un message. En tout cas, sachez que tous les liens dont on parle, les études dont parle Audrey, eh bien vous pouvez les retrouver dans la description. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très vite.